Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review à chaud, à très chaud du dernier épisode de la saison 2 de Doctor Who, épisode 8 qui s'appelle Reality War, donc la guerre des réalités, et qui pour le coup porte très bien son nom et qui aurait pu s'appeler tout simplement Timey Wimey Wibbly Wibbly parce que c'était vraiment un sacré bordel. D'ailleurs, il y a eu un énorme troll, je trouve, à la fin. Enfin honnêtement, je pense que le temps de la vidéo, je vais peut-être me faire mon avis définitif, mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce final totalement inattendu, je vous avoue, et qui pour le coup... comme je vous dis, je suis pas encore sûr que ce soit une très bonne idée. Mais voilà, on va parler de tout ça. Évidemment, on va d'abord parler de l'épisode en lui-même, hein, évidemment. Du coup, pour cette vidéo, je vais commencer par parler de l'épisode en lui-même. Donc, comme je disais, les 45 premières minutes à peu près. Donc, vraiment, ce qui touche à tout ce qu'on a pu voir avec Omega, Larani, tout ça. Et ensuite, je m'attarderai plus spécifiquement sur le final et un petit bilan, je pense, rapide sur cette saison au global. Et ce vers quoi nous mène un petit peu ce final, justement. Donc, si la vidéo vous plaît, évidemment, un petit like. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette saison au global et surtout de ce final assez impressionnant, presque surprenant je dirais, et surtout cet événement majeur qui s'est déroulé à la toute fin. Et un petit like si la vidéo vous plaît, ça fait toujours très plaisir et c'est très important pour le référencement, et n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est toujours très utile aussi. Et évidemment un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, on est parti. I will. I do. I will take you home. That is a promise. Donc, épisode 8, la guerre des réalités, qui comme je disais porte très bien son nom. Donc on est sur l'arc de Larani qui se termine, même si Madame Flood est toujours là, donc j'ai bon espoir de la revoir un peu plus tard. Et surtout donc avec Omega. Et effectivement, je commence par ça, puisque avant que j'oublie, vous aviez été plusieurs la semaine dernière à me dire qu'effectivement Omega était déjà apparu. Et pour le coup, je n'avais pas vu effectivement l'épisode de Les Trois Docteurs. Celui-là, je l'avais pas vu. En 2011, à peu près, quand j'avais fait mon rattrapage, j'avais pas forcément tout vu comme j'avais pu le dire en commentaire. Mais par contre, j'avais vu la saison 20 et pourtant, Omega m'avait absolument pas marqué. Donc voilà, pour le coup, j'ai rattrapé mon retard concernant Omega en tout cas. Et effectivement, il y avait des choses intéressantes à faire. Je suis pas convaincu qu'ils aient fait ce qu'il y avait de mieux à faire là-dessus, même si... on n'est pas à l'abri pour le coup qu'il refasse une petite apparition ou ne serait-ce qu'une petite mention à l'avenir, donc on verra. Mais en gros, donc un épisode, on reprend juste après la chute du docteur qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent, quand justement il nous parlait de Poppy et que pour moi ça n'avait aucun sens. Je vous avoue que ça en a à peine plus après cet épisode. Je développerai évidemment juste après. Mais donc on a pour le coup, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai beaucoup apprécié, pour ceux qui avaient vu la review, qui n'a pas fait beaucoup de vues, donc allez la voir au pire si jamais, de l'épisode de Noël de l'année dernière avec donc l'hôtel du temps et tout. Et donc on a le retour de Anita, qui était donc à l'époque, je crois qu'elle était juste employée, et maintenant apparemment c'est un peu la responsable de l'hôtel et tout, donc c'est super cool de la revoir. Je trouve que ça fait c'était mignon, c'était intéressant de la revoir, surtout que là c'est un peu un Deus Ex Machina, le coup de sa clé magique qui ouvre des portes de partout et tout, mais ça fonctionne et ça colle avec ce qui avait été posé précédemment par rapport à l'hôtel, donc pourquoi pas, ça fonctionne, même si c'est sûr, on l'a déjà dit plusieurs fois, cette saison et même la précédente, c'est quand même beaucoup les saisons du coup de chance ou du Deus Ex Machina ou du au final le docteur il a rien à faire et puis toutes les choses se règlent un peu toutes seules par magie. Donc voilà, même si justement, tant que je parle de magie, on est quand même beaucoup moins sur ce côté fantastique qui avait été teasé justement par rapport à la première saison, je trouve, où on avait quand même beaucoup plus d'éléments liés la magie, au fantastique, même si évidemment dans cette saison il y en a eu aussi, on a toujours cette histoire de dieu, du panthéon, du chaos et tout ça, mais on est quand même vachement moins axé, je trouve, sur la magie, donc c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir fait marche arrière là-dessus, mais bon bref. Et donc Anita sauve le docteur, et finalement on se rend compte que en fait c'était la catastrophe, mais c'est pas tant que ça, puisque tout le monde revient à la vie, on revient le 23 mai, et donc on revit la dernière journée, celle qu'on a vécue justement la semaine dernière dans l'épisode de la semaine dernière, donc pourquoi pas. Tout le monde est revenu à la vie, tout le monde a plus ou moins ses souvenirs qui ont été reset, remis à zéro. Par exemple, Belinda, elle est de retour chez elle avec Poppy, elle se rappelle plus de tout ce qui s'est passé donc la veille entre guillemets. Pareil, même Ruby, elle n'a pas l'air de se souvenir non plus à ce moment-là en tout cas. Enfin bref, tous les personnages ont leur mémoire réinitialisée, et sauf évidemment le docteur, puisque lui, il est dans l'hôtel du temps qui est dans le futur, ce qui est un paradoxe puisque la Terre est censée avoir été détruite. Donc là encore une fois, timey-wimey, voilà, hein, Doctor Who. Mais pourquoi pas, ça fonctionne, c'est plutôt sympa. J'ai trouvé vraiment sympa le retour de ce personnage là. On apprend même que depuis le Noël précédent, elle a continué à le chercher, et c'est assez sympa de voir qu'elle a rencontré, enfin qu'elle a
observé, on va dire plutôt, certains de ses anciennes itérations. Elle l'a même vu lui dans l'épisode, encore une fois, on a encore une référence à l'épisode Rogue de la saison précédente. Et là, elle l'a vu du coup danser avec, dont j'ai toujours oublié le nom. Et elle s'est rendue compte que du coup, il n'était pas 100% hétéro pour le max qu'elle sait, ou en tout cas qu'il était potentiellement gay. Donc, elle a lâché l'affaire et finalement, elle s'est maquée avec son responsable ou je sais pas quoi. Et elle va avoir un bébé, un heureux événement. Donc ça, c'est cool. Au final, elle a acquis une belle vie, elle est heureuse de sa vie et tout, et c'est cool. Et puis, elle participe un petit peu à l'aventure sur la fin. Qui d'ailleurs, le fait qu'elle revienne et puis plusieurs autres choses laissait quand même vraiment tout du long de l'épisode sentir ce sentiment un peu de fin. On a même la référence aux enfants du temps à la toute fin pour le coup, où tous ils disent que ce soit Kate, même Ruby et tout, genre vous nous avez sauvés, vous m'avez sauvé à tel moment, vous m'avez sauvé à tel moment, vous m'avez sauvé à tel moment, et du coup on est un peu tous vos enfants et tout, donc les enfants du temps. Donc là du coup moi j'ai vraiment entendu la référence au presque final, entre guillemets, au final de la saison 4 en tout cas. Et du coup j'ai vraiment eu ce feeling de un peu réunir à nouveau tous les anciens compagnons du Docteur, toute génération confondue, pour un espèce de grand final. Et au final c'est ce qui s'est passé, plus ou moins, en tout cas pour le Docteur de Ncuti Gatwa. Mais pour le coup, en dehors de tout ce côté un peu fanservice, un peu nostalgique et tout, j'ai pas trouvé l'épisode, en tout cas comme je dis, les 40 premières minutes de l'épisode, vraiment avec la partie bataille contre Omega, contre la Rani, tout ça, j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai pas trouvé ça vraiment dingue. Je trouve qu'on passe vraiment vite sur beaucoup de choses. Par exemple là, juste après que tout le monde ait remonté le temps à nouveau, juste en ouvrant plusieurs portes dans Unit, ça réinitialise leur mémoire, leur vraie mémoire. Enfin bref, c'était un peu fouillis je trouve, même si pourquoi pas, encore une fois, le lore est tellement malléable et tellement plastique dans Doctor Who que pourquoi pas on peut faire ce qu'on veut, mais c'est toujours un peu facile je trouve ces dernières années en tout cas. Et donc tout le monde récupère un petit peu sa mémoire, et puis carrément juste avec leurs implants, ils arrivent à réactiver à distance la mémoire de tout le monde, histoire de gagner du temps et de pas avoir à aller les chercher et compagnie. Donc tout le monde débarque, ça c'était, encore une fois, c'était très sympa parce qu'on a vraiment cette nostalgie de retrouver un peu tout le monde. Même Rose qui est là, même si elle n'a pas un rôle ultra important, mais c'est sympa de la voir, même si encore une fois on se pose la question de que fait une gamine de 16 ans, ou allez peut-être 17 maintenant, chez Unit. Ok, elle est en partie Time Lord et tout, mais faut pas déconner non plus, la meuf elle a 17 ans quoi. Donc voilà, surtout qu'il n'y a pas Donna, il n'y a pas l'autre Docteur, pour le coup ça aurait été sympa de les voir peut-être juste 2 petites secondes, peut-être à la toute fin par exemple, genre on vient chercher Rose à la fin de son boulot, ou j'en sais rien. Mais bon voilà, donc on a eu quand même beaucoup de fanservice, mais peut-être pas jusqu'au bout ce qu'on aurait voulu, mais c'était quand même sympa. Après il y a des trucs qui encore une fois n'ont aucun sens, même s'ils sont très drôles, hein, comme le coup de Shirley avec son fauteuil roulant qui fait des flammes tellement il va vite, pourquoi pas. Et puis en même temps s'il était déjà comme ça, genre elle a jamais vu qu'il y avait un bouton sur son truc, enfin bref. Voilà, encore une fois. Puis pareil, le coup de Mel. Alors ça lui va bien, les cheveux frisés. Au début, j'ai eu un peu du mal, mais en vérité, ça lui va très bien. Donc c'était sympa de voir qu'elle avait un peu changé de look et tout. Surtout son côté femme au foyer avec le coup des poubelles, là, comme on avait vu dans l'épisode d'avant et tout. C'était très sympa. Pareil, le coup qu'elle parte en Vespa, voilà. Sauf que par contre, d'où elle arrive au 60e étage, ou je sais pas combienième étage de l'immeuble avec son Vespa, quoi. Genre, elle a pris l'ascenseur avec le Vespa, enfin bref. Mais bon, voilà, c'était un épisode un peu bordélique et tout, mais c'était aussi pour un espèce d'adieu en même temps, comme certains m'ont même demandé sur les réseaux ou quoi. L'épisode, il est sorti du coup ce soir et non pas ce matin, parce que allez savoir pourquoi, j'ai toujours pas trouvé de réponse, même si plus ou moins on l'a eu en regardant l'épisode, mais de pourquoi tous les épisodes sont sortis le vendredi soir en Angleterre et du coup le samedi matin chez nous, mais pourquoi d'un coup celui-là il était le samedi soir, ça n'avait pas forcément de sens et tout. En plus c'était pas hyper bien communiqué là-dessus. Moi-même ce matin j'ai allumé Disney Plus dans le doute. Certes, maintenant on le sait, ils voulaient faire un événement de ce final, donc je pense que ça a fonctionné, même si encore une fois l'épisode il était pas forcément ultra foufou. Mais voilà, on a eu quand même beaucoup de moments un peu nostalgiques, un peu sympas, donc pourquoi pas. On a eu des petits moments un peu pareil charismatiques pour ce 15e Docteur, comme par exemple quand il est de retour chez lui et qu'il descend, il est en costume, avec son costume un peu rétro, puis d'un coup boum, il jette la veste par terre et pof,
pof, comme un claquement de doigts, il a changé de tenue, toujours dans le même style, mais bien plus dans son genre, dans son style justement. Donc ça c'est cool, même si en vrai, en termes de narration, ça n'a pas de sens, même si pour le coup, on pourrait argumenter là-dessus, parce que justement, quand il arrive après à Unit pour un peu briser un peu le statu quo et réveiller leur mémoire et tout, le fait qu'il soit un homme en jupe, par rapport au fait que Conrad il avait créé un monde où carrément l'homosexualité était inconcevable et qu'un homme était un homme et qu'une femme était une femme et que du coup là sa tenue va forcément créer des réactions. D'ailleurs on le voit, la première c'est Kate à réagir là-dessus, genre qu'est-ce que vous portez, machin, tout ça. Dans la même veine, on a aussi l'histoire par rapport à Rose justement, qui n'existait plus apparemment dans ce monde. Mais du coup, est-ce que Donna et l'autre docteur existent quand même malgré tout, puisqu'on les a pas vus? Donc qu'est-ce que faudra poser un peu les choses à plat à ce niveau-là aussi. Mais donc pareil, Rose, comme elle est non binaire et en même temps un petit peu Seigneur du Temps de par sa mère qui avait des gènes de Seigneur du Temps, enfin une partie Seigneur du Temps aussi, enfin bref, encore une fois c'est le bordel. Mais voilà, et du coup en gros elle était elle-même inconcevable par Conrad, donc elle n'existait pas, et le fait que ils rétablissent la mémoire des gens, boum, elle repop. Donc voilà, encore une fois c'est la mémoire qu'ils ont reseté, en gros, qu'ils ont reformaté, mais la réalité aussi, puisque même Unit reprend son apparence et tout. Donc encore une fois, beaucoup de facilité, beaucoup de vite, il faut avancer, on n'a pas le temps, l'épisode est déjà long, donc il faut y aller. C'est un peu dommage, je trouve que il y a souvent des moments bordéliques comme ça, quelle que soit la génération du docteur et tout, mais en général c'est quand même amené de manière un peu plus fluide. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même très laborieux. Déjà, l'épisode précédent, au final, il se passait pas tant de choses que ça. C'était très lent. Et là, à l'inverse, on accélère beaucoup les choses. Je pense qu'ils auraient peut-être dû découper ça un peu mieux, même si je comprends qu'ils voulaient garder le maximum de choses intéressantes pour ce grand final. Par exemple, justement, par rapport à Mel, dès que le docteur il explique que c'est la Rani, en gros leur ennemi, elle est là, oh non, elle est méchante, je l'aime pas, c'est une grosse méchante vilaine pas belle. Donc on est sur de l'exposition au niveau dessin animé pour enfants, surtout à ce moment-là, c'était vraiment criant et c'était vraiment décevant, je trouve. On le savait déjà un petit peu, donc on n'avait pas forcément besoin que Mel nous le réexplique ou le réexplique aux autres. Ça aurait pu être fait hors champ ou ne pas être fait tout simplement, j'en sais rien. Tout simplement, peut-être ils auraient pu avoir à Unit un dossier sur la Rani et puis voilà, tout le monde était déjà au courant, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses là-dessus. Je trouvais ce moment vraiment presque cringe, tellement c'était genre alors, oulala, elle est pas gentille. Enfin bref, voilà. Et on apprend aussi à ce moment-là, à peu près, grosso modo, puisque là, la Rani, justement, elle débarque avec Mrs. Flood, et c'est là que, du coup, les autres découvrent que Mrs. Flood est la Rani aussi, et on apprend que, du coup, c'est bien Madame Flood, en fait, qui a manipulé, ce qu'on avait déjà plus ou moins intuité dans la première saison, notamment concernant Ruby, mais c'est elle, en gros, qui a provoqué la rencontre entre Ruby et le Docteur, ou en tout cas, qui a vraiment titiller entre guillemets le lien et la curiosité surtout de Ruby avec son histoire. Vous vous rappelez de qu'est-ce que c'est que cette boîte bleue, nanani, le Tardis, tout ça. Donc en fait elle a poussé entre guillemets Ruby dans les pattes du docteur. Elle a fait pareil avec Belinda. Donc c'est intéressant, même si encore une fois c'est passé très très vite et moi j'aurais préféré qu'on développe ça. Eh ben, le MIP aussi il fait des allergies. J'aurais préféré pour le coup qu'on développe un peu plus cette partie-là de l'histoire, cette partie-là de l'intrigue, plutôt que d'en faire des caisses sur Poppy par exemple. J'ai trouvé que c'était beaucoup rabâché pour au final un truc pas forcément foufou. Enfin voilà, après c'est vraiment personnel pour le coup je pense. Et pareil, j'avais complètement zappé, je savais que sa tête me parlait, mais j'avais zappé l'épisode Space Babies. Effectivement, elle était dans l'épisode Space Baby, mais pour le coup c'est pas la même Poppy, c'est une autre Poppy qui a été créée à partir des souvenirs du docteur de cette Poppy là, de Space Baby. Donc pourquoi pas, mais ça reste pareil très, très fouillis, même si j'aime bien le petit twist à la fin concernant notamment Belinda, sa mémoire et tout ça, j'y reviendrai. Juste avant de passer sur Poppy, Belinda et compagnie, juste voilà, on a eu un petit espoir de voir, enfin moi j'ai eu un petit espoir de voir la tour de Unit s'envoler. Je me suis dit ça y est, on va faire une Final Fantasy VIII avec l'université. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est peut-être parce que ça me tâte beaucoup de refaire le jeu aussi en ce moment. Mais bref, finalement elle s'envole pas, elle ne fait que tourner, mais c'est assez sympa, en plus avec son truc de bateau et tout. Donc il y a plein de petits trucs qui sont super cool, super fun pour le lore, à décrypter, à décoder pour la suite. Justement, ce sera toujours l'occasion, c'est toujours sympa. Mais voilà, c'était un peu bordélique. Pareil, moi j'ai bien aimé ce concept là des géants, comment ils appellent ça, des bone beasts, donc les géants d'os, je sais pas quoi, qui en gros se nourrissent des espèces de
d'impureté par rapport aux bugs de la matrice en gros, encore une fois. Donc pourquoi pas, c'était sympa. Ils ont voulu créer beaucoup de lore en fait, beaucoup de choses qui auraient pu apporter énormément de profondeur à l'univers, mais sauf que ça a été fait tellement vite. Je pense que ça mériterait aussi de revoir l'épisode à froid, à tête reposée et tout, pour peut-être, pourquoi pas, des théories, tout ça, on verra. Et je pense qu'il y a peut-être de quoi faire d'ici à ce que la prochaine saison sorte, même d'ici l'épisode de Noël. Croisons les doigts, normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, même si on n'est pas encore sûr à 100% qu'il y aura une saison 3 ni une saison 4. Apparemment, il a annoncé quand même qu'il était... il avait projeté déjà jusqu'à la saison 4, donc jusqu'à la fin de cet arc narratif en tout cas, donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'il y a de quoi décrypter encore plus dans cet épisode-là. Mais voilà, justement, ils ont voulu faire beaucoup de lore et malheureusement, rien n'est vraiment beaucoup développé. Encore une fois, nous, ou en tout cas mes espoirs d'en apprendre plus sur l'origine du Docteur, sur l'enfant intemporel et tout, rien du tout, que dalle. Même avec cette histoire de Alpha Oméga, j'y ai cru jusque facile les 35 minutes. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de moyenner. Pas du tout. C'est vraiment, on en a. Enfin, ça a été complètement éclipsé. Je suis même pas sûr qu'on finisse vraiment par apprendre quelque chose tellement c'est frustrant. Certes, il reparle vite fait du fait qu'il est un bébé trouvé, donc c'est toujours là. Ils s'en souviennent en tout cas que ça existe. Donc pourquoi pas. Ok. Comme si j'avais pas assez chaud. Mais pour le coup. Ils nous ont quand même ajouté un élément de lore qui est quand même assez dingue. Parce que là, pour le coup, ça n'a jamais été dit, en tout cas dans ce que j'ai vu de la série, parce que même ça contredit presque des éléments qu'on pensait vrais, et en tout cas qu'on pensait savoir tel quel, notamment avec l'histoire de sa petite fille. Pareil, on n'a pas de conclusion sur cette histoire de sa petite fille, des visions qu'il a pu avoir dans l'épisode précédent et même dans celui d'avant, je sais plus, mais en tout cas, oui, dans celui d'avant aussi, mais en tout cas, voilà, pareil, c'est passé à l'as, on sait pas, est-ce que c'était juste pour teaser l'histoire de Poppy ou quoi, on sait pas non plus, donc c'est un peu dommage encore une fois, mais par contre, ouais, ils ont annoncé un truc qui est quand même assez ouf et qui va bouleverser pas mal de choses, c'est le fait que les seigneurs du temps sont stériles, ou en tout cas inféconds. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le terme, ils ne peuvent pas se reproduire, en gros, ils ne peuvent pas avoir d'enfants biologiquement parlant. Et du coup, il l'explique par l'expérience qu'a fait Oméga quand il a justement créé le voyage dans le temps avec l'histoire de la supernova, machin, et le fait quand il a été banni, parce que c'était le péché originel des seigneurs du temps, puisque du coup ils ont commencé à manipuler le temps, et qu'effectivement au début c'était des tyrans, tout ça, il en avait déjà parlé le docteur plusieurs fois, même dans la version 2005 et tout, donc ça, il n'y a aucun souci. Et pour le coup, cette histoire de stérilité, machin, tout ça, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'au final, voilà, ça n'a pas été hyper développé, mais surtout, ça sert d'excuse, ou en tout cas de justification à l'histoire de la bigénération, qui elle aussi était un peu arrivée de nulle part il y a 2 ans. Et en plus, c'est même, encore une fois, ça pose aussi des questions, puisque à la toute fin, quand il en parle avec... sa version précédente, elle a l'air de pas savoir ce qu'il a dit, ou alors c'est vraiment juste qu'elle a pas compris, enfin bref, je sais pas, est-ce qu'il voulait juste pas lui spoiler, mais on a l'impression qu'elle connaît pas le concept, c'est un peu bizarre, alors que justement quand ça arrive, genre ça leur pop dans le cerveau, genre ils savent ce qui s'est passé, donc encore une fois, toute cette histoire autour de la bigénération, et maintenant cette histoire d'infertilité et tout, c'est certes intéressant, même si du coup ça voudrait dire qu'au final il y aurait des clones parce que ça reste la même personne même s'il change en se bigénérant et tout, birégénérant et tout, donc ça reste encore confus, et puis au final voilà, on ajoute des trucs sans forcément expliquer, donc beaucoup de confusion au final. Mais encore une fois, c'est passé très vite sur un élément qui est hyper important, donc évidemment ce sera développé plus tard, mais voilà, on nous a balancé beaucoup de lore, comme si c'était en mode vous voulez des réponses, alors regardez la série, qu'on l'annule pas s'il vous plaît, qu'on fasse les saisons suivantes. J'ai un peu senti ça, c'était un peu une prise d'otage avec plein de nouvelles questions sans réponse ou pseudo-réponses, et du coup c'était un peu frustrant aussi à ce niveau-là, et je trouve que ça en dit aussi un petit peu beaucoup, j'en reparlerai aussi par rapport au final à ce niveau-là, mais je reviens aussi sur le fait que depuis plusieurs épisodes, on sent quand même beaucoup de recyclage dans les thématiques, dans la façon de faire, pas techniquement et tout, mais dans la façon d'amener les choses et tout ça. Du coup, oui, j'ai vraiment cette sensation que RTD, il a effectivement peut-être un peu moins d'idées qu'avant, ou en tout cas moins fécond qu'avant, et il réutilise beaucoup de poncifs ou d'idées qu'il avait pu avoir avant, en allant peut-être évidemment un peu plus loin, tout ça, mais je trouve que ça manque d'originalité. Et là, pour le coup, il a voulu balancer toutes les idées qu'il a eues, qu'il avait notées sur un coin de table au fur et à mesure des saisons. Et genre, il a tout balancé. Et maintenant, si vous voulez des réponses, il faut qu'on ait les saisons 3, 4 et plus. Donc,
pourquoi pas, encore une fois, mais bon, c'était voilà. Et sinon, pour en revenir spécifiquement à Omega et au Rani, donc la Rani, au final, je l'ai trouvé absolument anti-charisme, anti-charismatique. Au final, décidément, je préfère vraiment Madame Flood que The Rani, que j'ai trouvé toujours aussi antipathique et pas forcément si brillante que ça. Elle est à des années-lumière d'une Missy, par exemple, donc c'est un peu dommage. Elle finit comme elle le méritait, en se faisant bouffer par Omega, qui pour le coup, lui, j'ai bien aimé le design, entre guillemets, même si les effets spéciaux sont pas fous. J'ai bien aimé ce côté, il est devenu la légende, il est devenu le titan, le dieu du temps, littéralement, qu'il pensait être et qu'il voulait être, parce qu'il était dans cette dimension de légende. Alors là, pareil, le sous-univers, il sert à tout et n'importe quoi à chaque fois. C'est vraiment le oh ta gueule, c'est magique, littéralement. Mais voilà, donc il est devenu cette espèce de créature gigantesque qui est à la fois dégueulasse et je trouvais très stylé, une espèce de zombie géant. Donc ça, j'ai bien aimé. Il bouffe la Rani. Alors moi je m'attendais justement au fait qu'il la bouffe, peut-être que ça le régénère un peu, ou qu'il y a un truc qui se passe tout simplement parce qu'il a absorbé de l'énergie régénératrice, j'en sais rien. Peut-être que ce sera justement quelque chose qui sera développé plus tard si jamais on le revoit apparaître. Genre oui, mais comme j'avais mangé la Rani, j'ai pu me régénérer et du coup en me régénérant j'ai pu sortir, ou j'en sais rien. Enfin bref, je me dis que voilà, on n'a peut-être pas fini avec lui parce qu'en même temps c'est quand même un du coup des dieux qui nous ont été présentés depuis ces 2 saisons, qui est clairement le plus puissant, même si Sutek était censé aussi être l'un des plus puissants, et il est mort en se faisant tirer comme un chien-chien à la niniche, donc voilà. Et pareil, là, j'ai été quand même assez déçu, parce que, bon, déjà, le Vindicateur, il sert à tout et n'importe quoi depuis cette saison, donc là, maintenant, il sert d'arme. Certes, ils nous ont dit dans l'épisode précédent qu'il canalisait le réseau à travers tout l'univers, et que du coup, c'était la puissance de plusieurs supernovas, donc ok, on a une explication, mais... ça n'empêche que déjà le docteur il se sert pas souvent d'armes et là pour le coup il y va franco sans se poser de questions et justement c'est là que j'ai été un peu déçu, c'est que du fait qu'il utilise une arme je m'attendais, ou en tout cas ça aurait été je pense l'occasion de reprendre un peu la thématique qui avait été posée dans l'épisode de Interstellar Song Contest où il explique vous avez mis de la glace dans mon cœur, vous avez en gros vous avez transformé mon cœur en pierre et parce que vous m'avez fait de la peine et que du coup le méchant docteur, presque le docteur de la guerre comme on avait pu connaître est en train de ressortir. Et au final il est sorti un quart d'heure, il a retrouvé Belinda et il était plus là. Et là je trouvais que c'était l'occasion justement. Il affrontait une des pires créatures de l'univers, une des pires créatures de son espèce et tout ça. Et non, il fait pas preuve de plus de cruauté, enfin, il y a vraiment pas ce côté froid, il a l'air presque de s'amuser en l'attaquant et tout. Certes, ça joue encore une fois toujours sur ce docteur hyper sympa, hyper fun, hyper solaire. Parce que c'est vraiment ça, s'il y a peut-être un mot pour définir le docteur de Nchuti-Gatwa, c'est vraiment ça, c'est solaire, brillant, amusant, fun, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peu dommage parce que moi j'avais beaucoup apprécié justement ce côté presque Dark Doctor qui ressortait et ça aurait été l'occasion là en plus avec l'histoire de Poppy qui va peut-être la perdre, machin, tout ça. Ça aurait été, je pense, sympa de développer ça, mais encore une fois cet épisode a été beaucoup trop rushé ou beaucoup trop rempli en tout cas et c'est un peu compliqué je pense de gérer tout ce qu'ils ont évoqué, tout ce qu'ils ont voulu mettre dedans en si peu de temps, donc c'est un peu dommage. Et comme je disais, du coup, par rapport à Poppy, j'ai complètement oublié, mais on va parler un petit peu de Belinda quand même, parce que je trouve qu'elle a confirmé, même s'ils essaient de l'expliquer par rapport au scénario a posteriori, une fois que la chronologie, elle a changé, mais Belinda, au final, elle est, excusez-moi, je vais encore le redire, mais elle est toujours aussi égoïste. Peut-être pas égoïste, mais en tout cas un peu égocentrique. Parce que par exemple, ok, elle veut rester avec Poppy pour la protéger dans la boîte 0. Le concept est sympa, pourquoi pas, isoler du temps et de l'espace pour que peut-être, pourquoi pas, ok. Mais encore une fois, d'elle-même, elle dit qu'elle sert à rien, ce qui est pas faux. Mais elle cherche même pas à savoir si le docteur il aura besoin d'elle, si quelqu'un a besoin d'elle. C'est genre non, j'ai décidé d'aller là, je fais ça. Donc comme depuis le début, elle demande ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut et elle a ce qu'elle veut. Donc voilà, certes, moi il y a eu des moments où je l'ai appréciée, elle montrait de l'empathie, elle était un peu rigolote, elle était sympa et tout, mais on voit quand même toujours ce côté très directif, très un peu égocentrique, voilà, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais je la trouve quand même un peu égocentrique. Et pour le coup, ça me dérange pas qu'on la revoie plus. On la reverra un petit peu, évidemment, on verra même Poppy et tout, ce sera très mignon, mais le fait qu'elle soit plus la compagne attitrée du docteur, ça me plaît énormément. Pour le coup, justement, j'aurais même aimé
que Ruby redevienne la compagne du docteur. J'avoue, ça aurait été, je pense, sympa. Même si, avec ce qui s'est passé à la toute fin, je pense que là, ils ont balancé tout ce qu'il y avait sur la table et on va repartir sur des bases à nouveau très à zéro quasiment. Surtout que le fait qu'il ait reset la chronologie, la timeline, évidemment, ça va faire un peu comme à l'époque de le changement en fait entre Tennant et Matt Smith, où pareil, il avait un peu refait, enfin notamment avec le Big Bang à la fin de la première saison de Matt Smith, mais en gros... les conséquences étaient déjà visibles au début de la saison, puisque Amy ne se rappelait pas des Daleks, des Cybermen et tout, parce que du coup le temps avait déjà été reset, mais sans l'être déjà. Enfin bref, vous connaissez, c'est le bordel. Mais du coup c'est un peu le même genre. Voilà, on a commencé une nouvelle série, on va pas trop s'embêter avec des incohérences au cas où sur ce qui s'est passé précédemment. Donc on réécrit la chronologie, la timeline, et ça permettra d'être un peu plus libre en termes d'écriture, voilà, ne serait-ce que des petits détails qui pourraient gêner à ce niveau-là. Pourquoi pas? Et justement, je pense que ça va peut-être servir de justification à certains retours, notamment peut-être même justement Omega, peut-être même le maître, qui était enfermé toujours dans la dent, mais ça se prouve avec ce qui s'est passé, ça va faire des trucs. Voilà, dans tous les cas, ça permet aussi, encore une fois, des facilités scénaristiques, ou en tout cas, ça permet des nouvelles perspectives scénaristiques, le fait que le temps ait été réécrit. Donc pourquoi pas, encore une fois, je trouve que le final pour le coup était sympa, avait des choses très intéressantes, là où les 45 premières minutes de l'épisode, vraiment à proprement parler, Rani, Omega et compagnie, c'était pas foufou. Mais donc on a cette réécriture du temps qui vient parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu qu'il reste en fait toujours des incohérences par rapport à la chronologie quand une fois que le vœu a été annulé. Pareil, j'ai oublié d'en parler, mais le petit dieu des vœux, au final, il a perdu ses pouvoirs, plus ou moins, il est devenu humain. C'est un peu dommage, et en même temps, heureusement, parce que de tels pouvoirs, c'était carrément dingue, et puis ça aurait été un peu trop cheaté, et puis ça aurait même pu complètement anéantir l'univers, donc tant mieux. Il se retrouve évidemment avec la maman d'adoption de Ruby, qui, comme il le dit, est la meilleure mère du monde, donc ça c'est très mignon, ça fait une sacrée boucle, c'est super sympa. C'est un peu touchant d'ailleurs à ce moment-là aussi, puisqu'on a le vœu de Ruby, que Ruby a fait, où elle lui dit « je te souhaite d'être heureux » à Conrad. Finalement, il est heureux, il fait un boulot classique, il a une vie lambda et il vit une vie heureuse. Donc ce vœu-là a perduré, mais pas celui de Poppy, donc c'est triste, ouin et tout. Même si, je me dis qu'on n'est quand même pas à l'abri que la mémoire de Conrad finisse par revenir ou quoi que ce soit, parce que je trouve qu'il ferait quand même un très bon antagoniste pour le spin-off sur Unit, si jamais évidemment il voit enfin le jour, parce qu'on a très peu d'informations à ce niveau-là, alors qu'on devrait quand même avoir beaucoup d'infos. Je pense que ça devrait être déjà dans les tuyaux, au moins avec une date de sortie ou quelque chose. Peut-être que ça va être annoncé justement là maintenant que la série s'est terminée. Mais bon voilà, donc je trouve que Conrad ferait quand même un bon antagoniste, ou en tout cas pas l'antagoniste principal forcément d'une saison ou de plusieurs saisons, mais plutôt un antagoniste secondaire récurrent. Je trouve que ce serait sympa, un peu les empêcheurs de tourner en rond de Unit ou quoi, qui seraient un peu là, mais pas non plus hyper méchants, et puis parfois alliés, parfois antagonistes, enfin vous connaissez. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc je me dis pourquoi pas aussi sa mémoire qui reviendrait dans son cas. Et c'est là justement qu'ils ont sorti l'histoire de on est tous vos enfants, machin, puisque Ruby, encore une fois, est la seule à se souvenir de la vraie réalité. Donc quand même, ça pose des questions par rapport à elle. Ok, on nous a dit qu'elle était juste une meuf random, qui avait été certes abandonnée, mais qui était random, sauf qu'on se rend compte quand même qu'à chaque fois, elle se rappelle de la vraie vérité, de la réalité telle qu'elle est censée être et tout, et même le docteur qui oublie, en général le docteur c'est le dernier à oublier, et là pour le coup à chaque fois il oublie, même s'il finit par se rappeler, mais il oublie, et c'est Ruby qui s'en rappelle et tout, donc pour moi il y a encore finalement pas mal de choses à faire peut-être avec Ruby, donc pourquoi pas, je reste assez ouvert de ce côté là, je trouve que j'aime beaucoup l'actrice, j'aime beaucoup le personnage, je trouve qu'elle fonctionne très bien, même bon évidemment voilà, mais elle fonctionnait super bien avec Ncuti Gatwa, même beaucoup mieux encore une fois que Belinda, je suis désolé, mais voilà, Belinda je l'ai trouvé quand même assez oubliable pour le coup, elle fera clairement pas je pense partie du panthéon des accompagnatrices, des compagnes du docteur, donc voilà, après elle était pas non plus catastrophique, mais je trouve que voilà, c'était pas la folie
comme on dit. Et donc, après un peu avoir passé cet épisode un peu de manière un peu fouillis, l'épisode était fouillis, donc ne me demandez pas à ce que j'organise mes pensées aussitôt après l'avoir vu. Comme je vous dis, il faudra le revoir et peut-être que d'ici quelques temps, je ferai une autre vidéo théorie ou même je sais pas, on verra. Il faut que je revoie peut-être même la saison en entier, je sais pas. Du coup, on va parler de ça, on va parler un petit peu de ce bilan de saison avant de parler vraiment de ce final qui était complètement dingue. Pour le coup, la saison, elle était quand même sympa. On est certes très loin, je le redis à chaque fois, mais on est très très loin de la grande époque de Doctor Who. On est quand même mieux, en tout cas sur certains épisodes, on est mieux, je trouve, que ce qu'avait pu faire la saison précédente, où pour le coup c'était quand même un peu trop facile. Comme je disais, à chaque fois il manquait une vraie fin à chaque épisode et tout, c'était un peu rushé. Il y avait évidemment des thématiques et des sujets qui étaient hyper intéressants, ça change pas. Mais là, il y a eu quand même des épisodes qui étaient vraiment, vraiment sympas. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode avec le retour sur Midnight, là, avec... je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà. J'ai bien aimé l'épisode avec Ruby et Conrad, justement. Ça changeait un petit peu, c'était cool. L'épisode sur le concours de la musique n'était pas foufou, mais la thématique était intéressante aussi. En plus, le fait que ça tombait pile poil. Voilà, il y avait des petits trucs de com qui fonctionnaient très bien. Et puis, il y avait beaucoup, comme je dis, de un petit peu la corde sensible à chaque fois. Même si, effectivement, à la moitié de la saison, on est vraiment retombé dans les travers un peu woke, un peu progressiste forceur qu'avait pu avoir la première saison. Alors que les premiers épisodes, pour le coup, j'ai trouvé qu'ils étaient assez réglo à ce niveau-là, que ce soit l'épisode de Lux et tout ça. On était quand même sur quelque chose. Certes, l'inclusivité était toujours là, mais ça fait partie de l'ADN de Doctor Who. Mais on n'était pas dans le gavage tel une noix avant le nouvel an, quoi. Donc, alors que là, pour le coup, et je sais que ça a fait un peu polémique cet épisode-là, cette review surtout, mais l'épisode au Nigeria, là, avec le conteur, enfin le mec qui se prend pour le dieu des contes et tout, je l'ai revu. Et honnêtement, voilà, l'épisode est toujours autant cliché. Vous prenez tous les clichés woke qui existent et ils sont dans cet épisode. Et pour moi, ils n'ont pas leur place dans un truc. En plus, justement, vous avez été plusieurs à me faire la remarque. Oui, l'auteur est un poète nigérian. Mais justement, c'est trop bien. C'est aussi ce côté un peu lyrique que peut avoir l'épisode par moment. Donc pourquoi pas ? Sauf que ça n'empêche que justement, le gars, il n'avait pas besoin de se laisser parasiter par ces trucs d'Occident à la con, là, d'idéologie. Parce que croyez-moi que là-bas, le wokisme, c'est pas du tout une préoccupation au Nigeria. Donc c'est dommage au final qu'il se soit fait avoir. Certes, il a eu une chance extraordinaire. Peut-être que c'était pour lui une grande chance d'écrire cet épisode et tout, et qu'il a voulu être un peu sympa avec les producteurs et compagnie, et qu'il a été un peu conciliant, mais je trouve que ça a enlevé énormément d'intensité à cet épisode. Et certes, je viens pas de là-bas, j'ai passé que quelques mois de ma vie en Afrique, notamment au Sénégal, plusieurs mois. Et leur culture, elle se vaut à eux seuls. On n'a pas besoin d'aller mettre nos trucs à nous, là, nos idéologies à la con, pour que leur culture, elle soit extraordinaire. Donc je pense que ça se serait suffi à lui-même, et peut-être même que l'épisode aurait peut-être été un des meilleurs de la saison, si vraiment il avait eu carte blanche pour y aller, pour raconter ça tel qu'il aurait aimé le raconter sans... Enfin bref, après je vais pas me mettre à sa place, ça se trouve il a écrit l'épisode tel qu'il voulait l'écrire et voilà, tant pis. Mais je trouve que cet épisode était extrêmement maladroit et presque énervant, et puis c'était un concours de circonstances aussi, cet épisode est très mal tombé, c'était pas le moment, et du coup il a pris un peu cher, mais bon voilà, tant pis. Mais sinon en gros voilà, au global une saison sympa, on est pas ouf, mais puis le final je trouve encore une fois très bordélique, quoi. Là ils nous ont balancé 1 million de trucs et c'était pas forcément super sympa, enfin c'était pas clair, c'était pas... Et je trouve que c'est un petit peu aussi la marque de fabrique depuis quelques épisodes où ok, le flou évidemment dans Doctor Who est une religion presque de rester dans le flou. Par exemple, moi je me rappelle que je me rendais dingue avec l'histoire de River Song avant qu'on ait l'épisode c'était lequel, c'est quand un homme bon part en guerre, je crois, ou alors c'est celui de juste avant, je sais plus, où on a eu la révélation de qui était River Song. Ma tête elle a explosé parce que ça faisait des années que je me prenais la tête à essayer de trouver des réponses, d'analyser le moindre truc et tout, ça me rendait fou. Imaginez si j'avais une chaîne YouTube à ce moment-là, on serait devenu fou. Mais bon bref. Et du coup là je trouve qu'il a voulu faire un peu pareil, mais de manière beaucoup moins subtile. Il a balancé des trucs et du coup voilà. Même si, pour le coup, le final était quand même très très sympa. Donc là, comme je disais, on était sur la réalité. Le vœu a été annulé, mais la réalité est pas forcément, c'est pas forcément bien remis en place. Genre, il y a eu un petit décalage, comme il dit, de 1 degré dans la réalité qui fait qu'on n'est pas vraiment sur le monde tel qu'il était avant et tout. Et surtout, Poppy a disparu. Donc,
il va tout faire pour ramener Poppy, et là, on comprend qu'en fait, il va se sacrifier. Et que du coup, il va se régénérer. Et pour le coup, j'en avais parlé avant que la saison commence, quand j'avais fait une petite vidéo news où on savait pas trop ce qui allait se passer pour l'avenir de la série, puisqu'on nous avait, il y avait eu plus ou moins un leak qui disait qu'ils avaient filmé la régénération de Nchuti Gatwa. Et effectivement, du coup, on l'a vu. Donc, c'était pas parce qu'ils avaient prévu que peut-être ils allaient annuler la série ou quoi que ce soit. Ou alors, effectivement, ils vont l'annuler et ils ont rushé justement cette fin parce que il fallait finir avec tout ça. On verra. Je pense que les annonces vont arriver assez vite. Ils vont pas nous laisser dans le flou, je pense, trop longtemps pour nous dire s'il y aura une saison 3 ou pas, ou s'il y aura ne serait-ce qu'un épisode de Noël ou pas. On verra. Mais en gros, du coup, voilà, il va se sacrifier. Il va utiliser son énergie de régénération pour la mettre carrément dans le vortex du temps. Donc, décidément, cette énergie aussi est un passe-partout scénaristique à chaque fois, mais encore une fois, pourquoi pas, voilà, je crois que je l'ai dit un milliard de fois dans cette vidéo, mais et puis même dans cette saison, pourquoi pas, mais en même temps, on peut pas dire qu'un truc est incohérent dans Doctor Who, parce que tout est incohérent et tout est cohérent à la fois, donc c'est, voilà, comme je disais, c'est un peu la religion du bordel, cette série, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, c'est aussi pour ça qu'on s'accroche, même si la qualité a clairement baissé, ça j'en démordrai pas, moi ça fait déjà plus 5 saisons faciles que je m'accroche plus que je kiffe vraiment et que j'attends ça avec impatience, mais bon voilà. Et donc il va se balancer donc son énergie dans le vortex du temps, ce qui va provoquer sa régénération, et là, surprise, qui redébarque. On a déjà eu le retour de Rose, on a eu le machin, et bien là on a carrément le retour de Jodie Whittaker sous la forme du 13e Docteur. Alors pour le coup ça m'a fait plaisir, elle me manquait pas plus que ça, mais ça m'a fait très plaisir de la voir. En plus elle était là, elle était fun, c'était les bons côtés de Jodie Whittaker dans le Docteur, je trouve à la fois direct, un peu drôle, mais pas trop non plus. Il n'y avait pas déjà tous les autres là, toute la mif, donc ça enlève aussi beaucoup du côté parfois insupportable de certaines saisons, certains épisodes en tout cas. Elle parle de Yaz, donc ça c'est cool, on voit que Yaz est toujours malgré tout dans son esprit, en même temps ça fait 5 minutes qu'elle l'a pas vu, vu qu'elle vient d'apparaître et tout. Et donc elle serait apparue apparemment parce que le Docteur va en gros créer une espèce de fracture dans l'univers pour remettre le temps comme il faut, et donc ça a créé une espèce de bug, et elle a popé dans le Tardis du futur au lieu de rester dans son Tardis à elle du passé. Encore une fois, pourquoi pas, puis ça fonctionne, et puis c'est pas comme si c'était la première fois que les docteurs se croisaient. Pour le coup, j'ai revu les 3 docteurs, et effectivement, c'était pas la première fois non plus qu'ils se croisaient à l'époque de Matt Smith et compagnie. Donc c'est sympa, c'est assez rapide. On a aussi un moment très émouvant justement où le docteur se dit entre guillemets à lui-même qu'il s'aime. Donc ça c'est cool, et il y a même, j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'elle dit « Ah mais j'ai jamais dit ça » parce que effectivement c'est peut-être un reproche qu'on peut faire, et que je crois que j'ai fait justement dans ma vidéo sur l'air Chibnall de Jodie Whittaker, c'est qu'en fait elle manque un petit peu de ce côté doux, sensible, qu'on pourrait justement attribuer à une femme, et que du coup par opposition à ça j'ai l'impression qu'ils en avaient fait un personnage un peu trop froid, ou en tout cas dur, et pas assez justement dans l'émotionnel et tout, même si elle avait des moments quand même de tendresse, notamment avec Yaz et compagnie. Mais là j'ai trouvé très sympa le fait que d'elle-même elle admette « J'ai jamais dit ça, même pas à Yaz ou personne », et que le docteur il lui dit « C'est pour ça que je suis là ». Et donc au final on a vraiment, je trouve, cet aboutissement qui nous avait été teasé justement la première fois que Nchuti Gatwa était apparu, le côté thérapie en fait. C'est que certes le 14e docteur est censé être celui qui va faire la thérapie, et donc celui qui est guéri c'est Nchuti Gatwa, et donc comme il est guéri, il peut dire les choses, il peut se montrer sensible, vulnérable, dire aux gens qu'il les aime et tout, donc ça j'ai trouvé ça cool, ça fait une jolie boucle pour la fin, et encore une fois ça correspond tellement au docteur de Nchuti Gatwa ultra solaire et tout, donc pour le coup j'ai trouvé ça très sympa. Et on a même encore une fois une dernière petite ref à l'épisode de Noël de l'année dernière, puisque l'endroit où il va pour se régénérer, comme il ne veut pas être tout seul, il va voir Joy, qui est devenue du coup l'étoile de Bethléem, rappelez-vous l'épisode que moi j'avais trouvé très sympa, et donc il se régénère sous les yeux de Joy, et ça je trouve, enfin sous la lumière même de Joy, et donc j'ai trouvé ça très mignon. Encore une fois là, décidément à chaque fois qu'il se régénère le docteur, l'énergie ça devient un truc de ouf, là il la balance carrément dans l'espace à des kilomètres et des kilomètres, donc il va finir par faire exploser une planète en se régénérant la prochaine fois si ça continue comme ça, mais encore une fois c'était très joli et tout. Et donc le final, qui pour le coup, j'ai un rire nerveux qui est sorti de mes entrailles. Qui c'est qui apparaît? Je pensais qu'on n'allait pas le voir justement, je m'attendais à ce qu'au final il cut et qu'on voit pas qui serait le prochain docteur, en mode mystère, on sait pas, vu qu'on sait pas ce qu'on va faire, voilà. Et ben non, ils ont fait pire que ça, ou mieux que ça, c'est à vous de me dire vraiment ce que vous en pensez. Pour le coup je suis à la fois hyper hypé et à la fois un peu déçu de ce côté, c'est la facilité, c'est du fanservice mais à puissance 10 000, mais
il revient sous la forme de Billie Piper. À savoir Rose, du coup, de la première saison du reboot de 2005, le grand amour du docteur, qui du coup vit maintenant dans une autre réalité, avec une copie du docteur en partie humaine. C'est complètement dingue, c'est genre, ok, oui, clairement, c'est un visage hyper important dans sa vie, donc ça a du sens par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, même par rapport au fait, par exemple, quand il est devenu Capaldi, où c'était un visage qui l'avait marqué. Bon, là, c'était encore une fois une facilité de casting, et genre, voilà, l'acteur est très bon, merde, on l'avait déjà mis, bah du coup, voilà, mais en même temps, il y en a plein qui avaient déjà été dans des épisodes, hein, j'en avais déjà parlé, mais Amy, par exemple, elle était dans l'épisode de Pompéi, elle aussi, justement. Pareil, la Poppy, au final, c'est pas elle, mais machin. En vérité, à 90%, je suis sûr que c'est juste parce qu'ils voulaient reprendre l'actrice, parce qu'elle est trop mimes, et que voilà. Et du coup, ils voulaient reprendre cette actrice, et donc ils se sont dit, bah écoutez, on va dire que c'est par rapport aux souvenirs du docteur, et que du coup, boum, il a projeté ses souvenirs, et ça a créé Poppy sous cette forme-là. J'en suis convaincu. Mais donc là, pour le coup, c'est même au-delà de ça. C'est que certes, c'est un visage qui l'a marqué, c'est l'amour de sa vie, littéralement, parce que j'ai failli oublier River. Mais River, c'est un amour plus passionné, plus barjot, plus tout ça, alors que Rose, c'était vraiment l'amour pur, l'amour presque chevaleresque qu'ils avaient tous les deux, et au final, c'était à la fois triste et à la fois génial de les voir pouvoir enfin vivre leur vie amoureuse ensemble, dans cette autre dimension, tout ça, ça signifie tellement de choses. Pareil, c'était aussi, si on va même chercher encore plus loin, c'était le visage de Bad Wolf Girl, quand justement, quand le docteur de la guerre a voulu activer putain, je me rappelle jamais les noms, c'est l'objet magique là des seigneurs du temps qui a failli détruire Gallifrey, au final ils s'en sont servis pour la sauver, machin et tout, enfin bref, vous savez. Mais, et si vous savez pas, allez voir cet épisode, il est trop bien. Mais le visage, pour le coup, de Billie Piper, il a énormément de sens dans le lore de Doctor Who, du coup, et en même temps c'est de l'énorme fanservice, parce que c'est peut-être un des personnages aussi les plus aimés encore aujourd'hui par les Whovians et tout. Donc je trouve que c'est à la fois un très bon move, et en même temps c'est très casse-gueule, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Pour le coup, pas sûr qu'elle reste non plus très longtemps. Ça se trouve, elle va rester qu'une seule saison, je sais pas, ou elle va rester 10 saisons, allez savoir. Mais pour le coup, elle a pris un petit coup de vieux aussi, donc il faudrait pas que ça démystifie un petit peu le personnage, même si ils avaient très bien expliqué ça, par exemple, avec le 14e Docteur, effectivement, Tennant, qui avait vieilli, mais voilà, donc c'est toujours lui, mais en plus vieux. Donc pourquoi pas, encore une fois, ça fonctionne, je pense. Mais clairement, ça annonce des trucs de ouf. J'ai très hâte pour le coup de voir l'épisode de Noël avec Billie Piper pour voir ce qu'elle va donner en tant que docteur. Même si déjà moi je trouvais que sous la forme dans son rôle de Bad Wolf Girl dans l'épisode spécial des 60 ans, c'est ça, c'était 60 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. L'épisode spécial des 50 ans pour le coup, je l'ai trouvé vraiment bien, et elle était presque déjà un peu barjot, donc je me dis que ça peut fonctionner s'ils partent sur un truc un peu comme ça, avec vraiment docteur un peu cinglé. Après, encore une fois, j'avais pas hyper aimé le docteur de Jodie Whittaker, mais c'était plus par rapport à son écriture et l'écriture au global des saisons, et rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Par exemple, pour le coup, à l'époque où ils avaient annoncé que le docteur serait joué par une femme, quand c'était la fin de Capaldi, j'avais trouvé l'idée hyper intéressante, hyper brillante. Tout cas, on a même vu le docteur fugitif et tout, donc maintenant on sait que le changement d'identité, de sexe et tout ça, c'est pas un problème, et ça fonctionne si c'est bien fait, encore une fois. Donc pour le coup, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont en faire, et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez qu'ils vont en faire, et ce que vous pensez tout simplement de ce nouveau docteur. Donc on est né au 16e Docteur, donc 16e Docteur interprété par Billie Piper, ce qui explique à 100% de pourquoi ils ont voulu faire d'un événement cet épisode, parce que je pense que notamment en Angleterre, où elle-même elle a une vraie carrière, elle est très connue, elle est très célèbre, elle est très appréciée encore en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, je pense que les gens là devant leur télé, ça fait 1 heure qu'ils sont en train de péter leur crâne en se disant « Oh là là, mais elle est de retour et tout, trop bien !» Donc voilà, je pense que ça a mis le feu. Et du coup, je pense que sur cette bonne vibes, je vais m'arrêter là, parce que j'ai quand même encore une fois beaucoup parlé. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Un petit like si la vidéo vous a plu, un partage pour le référencement, tout ça, vous connaissez la chanson. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt aux 5000 en plus, donc ça y est, dernière ligne droite sur le mois qui arrive. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.